deux éléments essentiels des prérogatives d'un État, c'est l'organisation de la justice et d'autre part l'organisation d'un système financier qui permette à l'État de disposer de recettes. C'est donc un sujet essentiel dont nous allons traiter aujourd'hui. Mon objectif sera double. D'une part, de montrer la complexité des institutions de l'Ancien Régime, l'enchevêtrement de toute une série d'institutions, et d'autre part, de montrer que dans le même temps se prépare l'organisation de l'État moderne, c'est-à-dire de l'État centralisé en France, qui est un véritable modèle en l'occurrence. Deuxième objectif, qui est lié à ce que j'ai dit en préambule, c'est que la justice et les finances constituent deux rouages essentiels d'un État moderne. Et donc il paraît indispensable de comprendre comment tout cela s'est mis en place pour comprendre les États du XXe et du début du XXIe siècle. Mon exposé comprendra deux parties. Une première partie qui concernera l'organisation judiciaire et ensuite, dans un deuxième temps, tout à fait logiquement, l'organisation de la perception des impôts, donc en France, du XVIe au XVIIIe siècle. Organisation judiciaire, tout d'abord. Quelques éléments en préambule. Sous l'Ancien Régime, je le disais il y a quelques instants, les institutions sont extrêmement complexes. Alors pourquoi sont-elles extrêmement complexes? Parce que sous l'Ancien Régime, dans l'État ancien, c'est de là d'ailleurs que vient l'expression Ancien Régime, quand on crée une institution, elle s'ajoute aux précédentes sans les supprimer. Autrement dit, des institutions qui existaient déjà au Moyen-Âge vont persister pendant tout l'Ancien Régime, avec parfois quelques modifications, mais ne vont jamais être supprimées par des nouvelles qui vont prendre en charge parfois une partie de leurs compétences. Et c'est ce qui explique que vous n'avez pas cet état, je dirais, rationnel, tel que la France va s'en donner un à partir de la Révolution française, mais vous avez une sorte de puzzle très compliqué qui nécessite d'ailleurs des compétences particulières pour s'y retrouver. Ces précautions oratoires étant faites, on va commencer tout de suite donc par étudier le système judiciaire. Deux points seront abordés. Le premier, c'est celui de la hiérarchie des tribunaux. Ensuite, c'est de voir quelle place la justice du roi occupe dans cette hiérarchie. On va partir tout d'abord des institutions de l'État. Et puis on va voir les institutions judiciaires qui coexistent à côté de cette justice royale. On va partir des institutions qui sont les plus proches, non pas du citoyen, ce sera un anachronisme, il faut attendre 1789, mais des sujets du roi pour remonter progressivement dans cette véritable pyramide qui culmine par le roi lui-même. Le roi qui, je le rappelle, sous l'Ancien Régime,
n'est pas le chef de l'État uniquement, il domine, il possède tous les pouvoirs. Il n'y a pas donc de distinction, de séparation, la séparation classique qui est la nôtre, des États démocratiques en tout cas, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ce qui sera théorisé d'abord par John Locke en 1690 dans son ouvrage intitulé Deux traités sur le gouvernement, et ensuite par Montesquieu en 1748 dans l'Esprit des lois. Et alors évidemment, ce sera au moment de la Constituante en France, entre 1789 et 1791, que tout cela va se mettre en place, je dirais, définitivement, puisque nous vivons toujours sur ce régime-là, y compris en Belgique. À la base du système, vous avez les prévôtés. Alors les prévôtés, qu'on appelle aussi vigueries dans le sud de la France, ça correspond aux justices, je dirais, non pas justice de paix, parce qu'elles ne s'occupent pas que de matière civile, mais aussi de matière pénale, mais au niveau de leur dimension, ça correspond à une circonscription correspondant à une justice de paix. Donc vous avez les prévôts, les viguiers qui rendent la justice. Vous devez vous dire que les prévôts, les vigueries sont au nombre de pratiquement 400 sous l'Ancien Régime. Alors, en première instance, vous avez des tribunaux que dans le nord de la France on appelle des bailliages et dans le sud de la France on appelle des sénéchaussées. Les termes de bailli et de sénéchal doivent certainement vous rappeler quelque chose puisque j'ai eu l'occasion de traiter du sujet lorsque nous avons étudié la naissance de ces institutions au XIIe et au XIIIe siècle. Ce sont donc des tribunaux de première instance. C'est là que l'on juge donc en première instance les matières tant civiles que pénales importantes. Il ne s'agit pas des tout petits délits qui sont jugés soit dans les prévôtés, soit dans les vigueries, mais qui vont tendre à disparaître dans le courant du XVIIe siècle et certainement dans le courant du XVIIIe siècle, et qui vont d'ailleurs être concurrencés par les justices seigneuriales. Donc, dans un bailliage et dans une sénéchaussée, on juge en première instance les affaires civiles et les affaires pénales. Alors, excusez-moi, je vous ai dit 400 prévôtés, c'est plutôt 400 bailliages et sénéchaussées. Ensuite, lorsque vous voulez aller en appel des décisions prises en première instance par les bailliages et les sénéchaussées, vous montez dans ce que l'on appelle les présidiaux. Alors les présidiaux, ils ont été inventés au milieu du XVIe siècle, en 1552, par Henri II, pour décharger justement les parlements qui existaient déjà, et pour décharger aussi les bailliages et les sénéchaussées. Les présidiaux sont au nombre d'une soixantaine au XVIe siècle et de près d'une centaine au XVIIIe siècle. À côté des présidiaux, vous avez donc aussi les parlements qui jugent également l'appel. À la différence des présidiaux, c'est que les parlements ne s'occupent pas seulement de justice, mais ont également des compétences en matière législative. Alors donc, les parlements
qui ne sont que 13 au XVIIIe siècle, donc vous voyez qu'ils sont nettement moins nombreux que les présidiaux, eh bien, ces parlements se sont arrogés le droit d'amender des édits ou des ordonnances royales, des édits royaux ou des ordonnances royales, mais ils se sont arrogés également le droit de remontrance. C'est-à-dire qu'ils participent de l'élaboration d'une jurisprudence qui interprète les édits royaux et qui peuvent même les modifier partiellement, en tout cas au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, évidemment à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire à l'époque de Mazarin, mais déjà à l'époque de Richelieu, sous Louis XIII, les choses ne vont plus se passer de la même manière, surtout au lendemain de la fronde parlementaire du milieu du XVIIe siècle. Les parlements constituent le dernier degré d'appel. Mais, toutefois, le roi reste la dernière instance possible, au moins théoriquement. Le roi peut en effet remettre en question ce qu'on appellerait maintenant un arrêt d'un parlement. Les parlements ont été longtemps considérés comme des cours souveraines, c'est-à-dire qui n'avaient pas, comment dirais-je, de compte à rendre à qui que ce soit. Toutefois, à partir de Louis XIV, ces cours souveraines se transforment en cours supérieures de justice. On voit toute la différence que Louis XIV veut faire donc dans les compétences de ces mêmes parlements. Alors, à côté de ces tribunaux royaux, vous avez également d'autres justices administratives royales, qui dépendent donc de l'État. Parmi ces justices administratives, vous avez par exemple les greniers à sel. Alors, les greniers à sel, ils ont pour compétence essentielle de distribuer justement le sel, mais ils servent également de tribunal administratif en ce qui concerne les contestations relatives à la perception de la gabelle. La gabelle, c'était un impôt sur le sel qui obligeait les sujets du roi à consommer dans certaines parties du royaume une certaine quantité de sel. Donc c'est un impôt forcé, si vous voulez, puisque l'État avait ce monopole. À côté de ça, vous avez également les élections. Alors les élections, rien à voir avec ce que nous entendons par l'élection, bien entendu. Les élections, ce sont des circonscriptions administratives, financières, qui ont pour charge de répartir l'impôt dans les pays d'élection, c'est-à-dire dans le cadre des généralités. Je vous montrerai dans quelques instants une carte montrant ce que sont les généralités. Et ces élections n'ont pas seulement comme compétence la répartition de l'impôt, mais peuvent également régler des conflits, justement, avec décisions judiciaires relatives donc à l'impôt. Alors maintenant, à côté de toutes ces juridictions royales, donc la hiérarchie des tribunaux depuis les prévôtés jusqu'au roi, à côté, d'autre part, des tribunaux administratifs, greniers à sel et élections, vous avez également des juridictions qui ne sont pas royales, qui se distinguent donc de ce que nous connaissons dans les États modernes, et ces juridictions, elles sont relativement nombreuses. Il y a tout d'abord les tribunaux seigneuriaux. En effet, chaque seigneur
et je vous ai déjà dit dans un autre cours qu'un seigneur, c'est pas obligatoirement un noble, ça peut être un bourgeois qui a acquis une seigneurie, c'est-à-dire un territoire strictement délimité sur lequel il perçoit des droits, et où il possède éventuellement des propriétés, même certainement. Et à côté, et où le seigneur dispose de la basse et de la moyenne justice en France. Nous avons même vu la semaine passée, quand on a étudié les campagnes wallonnes du XVIe au XVIIIe siècle, que la haute justice, je parle bien dans les Pays-Bas, les Pays-Bas espagnols à l'époque, au XVIIe siècle, plus tard dans les pays autrichiens, eh bien la haute justice a même été rachetée au pouvoir central par les seigneurs qui manquaient d'argent et a donc bradé ce pouvoir régalien. À côté des justices seigneuriales, vous avez également des justices communales, dans les villes en particulier. Vous avez également la justice ecclésiastique, qu'il ne faudrait pas nier. Mais le temps passant, il est clair que, et c'est en cela que je réponds au premier objectif que je visais tout à l'heure, c'est que la justice ecclésiastique, la justice seigneuriale, la justice communale va se voir réduite au XVIIe et au XVIIIe siècle à la portion congrue et qu'elle sera contrôlée de plus en plus par les agents royaux. Elles disparaîtront complètement au moment de la Révolution française en 1789. Maintenant, je vous ai dit que le roi reste le juge suprême. Il est juge suprême, c'est-à-dire que lorsqu'une affaire est contestée, il y a toujours la possibilité, une fois qu'on est passé par les différents niveaux d'appel, eh bien, d'aller chez le roi. Vous vous souvenez peut-être de cette image d'Épinal que l'on voyait jadis dans les manuels scolaires, c'est celle de Saint Louis, donc Louis IX, rendant la justice sous son chêne près du château de Vincennes, donc au XIIIe siècle. Eh bien, du XVIe au XVIIIe siècle, le roi a toujours cette compétence. Alors, cette compétence, c'est tout d'abord le droit d'évocation. Donc, le roi a la possibilité, lorsque une décision a été prise, lorsqu'un jugement, lorsqu'un arrêt a été pris, de pouvoir transférer à un autre tribunal l'affaire pour qu'elle soit rejugée. Ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle le droit d'évocation. Le roi a également le droit de grâce. Et vous savez que c'est toujours une prérogative du président de la République en France, qui en cela est le successeur immédiat des rois de France. Vous savez que le président en France a la possibilité, enfin avait la possibilité jusqu'à la suppression de la peine de mort en 1980, de gracier un citoyen qui avait été condamné. Vous savez qu'elle a été supprimée en France lors de l'accession, peu de temps après l'accession de François Mitterrand à la magistrature suprême, à la suite d'une loi qui était défendue par son ministre de la Justice et garde des Sceaux à l'époque, Robert Badinter, qui a donc été votée au Parlement français. Donc voilà, le droit de grâce. Alors, troisième élément, à côté du droit d'évocation et du droit de grâce, vous avez la possibilité, il existe aussi des tribunaux qui jugent des affaires particulières. C'est ce qu'on appelle les tribunaux d'exception, qui jugent des affaires particulières. Je vous rappelle, lorsque nous avons étudié l'origine de la Révolution anglaise au XVIIe siècle,
qu'une des grandes revendications des parlementaires en 1640 face à Charles Ier, c'est la suppression de la Chambre étoilée, qui était justement une juridiction d'exception. Vous savez que dans les dictatures, il y a toujours eu des tribunaux d'exception. Voilà. Donc vous avez bien retenu, le roi a 3 moyens d'action dans la justice. Direct, je dirais, c'est le droit d'évocation, le droit de grâce, et d'autre part, la possibilité de créer des tribunaux d'exception. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre de cet exposé, c'est l'organisation financière. Les finances constituent évidemment un nerf essentiel de l'État. Un État ne peut fonctionner que sur base d'un budget. Un budget élaborer un budget consiste à se donner des priorités en matière de dépenses et donc de prévoir des recettes qui permettront d'assumer ces mêmes dépenses. Il faut savoir que, à la fin du XVIIIe siècle, donc à la veille de la Révolution française, le déficit de l'État correspond à 50%, à plus de 50% du budget d'État. Donc le déficit, donc le remboursement du déficit. Donc ça veut dire que quand vous avez un budget avec des recettes correspondant à 100, eh bien, avant que l'on puisse commencer à dépenser pour différents postes, il y a déjà la moitié qui passe à rembourser la dette. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la Belgique se trouve dans le peloton de tête parmi les pays européens en ce qui concerne le remboursement de la dette, même si des efforts sérieux ont été faits depuis plus de 15 ans maintenant, 15-20 ans. Donc, il faut absolument avoir des ressources, ne fût-ce que pour rembourser la dette, mais à côté de ça, il faut savoir que les dépenses sont chaque année supérieures aux recettes, ce qui évidemment amplifie d'année en année le déficit de l'État. Alors, quelles sont les dépenses d'un État outre le remboursement de la dette? Sous l'Ancien Régime, le poste de la guerre est très très important. Donc, on peut dire que les guerres constituent un véritable gouffre pour les dépenses de l'État sous l'Ancien Régime. Les guerres sont pratiquement constantes. Au XVIIe siècle, pensez à la guerre de 30 ans en Allemagne, pensez à toutes les guerres, les 4 grandes phases de guerre à l'époque de Louis XIV, pensez même à l'époque de Louis XV, toutes les différentes guerres auxquelles participe la France, et même dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, même si les choses se sont très fortement calmées, il y a quand même le soutien aux insurgés d'Amérique dans les années 1770-1780. Par conséquent, la guerre constitue un poste très très important. À côté de ça, il y a évidemment la cour. La cour qui est un véritable gouffre, et l'on sait qu'en 1789, ça va être un élément de propagande majeur contre le système monarchique et contre la famille royale en particulier. Et à côté de ça, il y a bien entendu toutes les autres dépenses. Il y a l'administration, il y a toute une série de dépenses, toutes les dépenses, comment dirais-je, de l'État qui ne sont pas prises en charge par les provinces ou par les circonscriptions administratives plus réduites. Alors, quels sont les moyens pour l'État de disposer de recettes?
Vous connaissez la distinction entre impôt direct et impôt indirect. Le premier de ces impôts royaux, c'est la taille royale. Alors, la taille royale a été instituée pendant la guerre de 100 ans, donc à la fin de la guerre de 100 ans, ça se situe vers 1439 ou 49, si mes souvenirs sont bons, c'est à ce moment-là qu'elle a été instituée. Et pourquoi instaure-t-on, le roi instaure-t-il la taille? Eh bien, essentiellement parce qu'il veut disposer d'une armée permanente. Armée permanente, ou dans laquelle, composée de soldats qui, comme le nom l'indique, reçoivent une solde, et il ne s'agit donc plus de disposer de cette armée convoquée de manière irrégulière, c'est-à-dire l'ost au Moyen-Âge, qui était en fait une armée féodale. Donc c'était l'époque où le roi faisait appel à ses féodaux, qui eux-mêmes faisaient appel à leurs vassaux, puis leurs sous-vassaux, donc ce qu'on appelle les vavasseurs, pour disposer d'une armée. Dorénavant, l'armée sera une armée que l'on pourrait appeler une armée nationale, une armée royale, une armée permanente. Et pour cela, il faut des rentrées régulières. Donc c'est la raison de la création de ce premier impôt direct. Cet impôt direct, la taille, va exister jusqu'en 1695. À cette époque-là, elle va être remplacée par la capitation. Capitation qui vient donc d'un mot latin, caput, qui veut dire la tête. Donc, elle repose sur, c'est un impôt personnel, qui repose sur la tête des gens. La capitation, elle, va être suivie d'autres impôts qui vont s'ajouter, le 10e, d'abord le 20e, si mes souvenirs sont bons, puis le 10e, je crois que c'est dans cet ordre-là. Et que sont ces impôts-là? Eh bien, ils ne font que succéder à la taille, à la capitation, et lorsque, vers le milieu du XVIIIe siècle, cet impôt nouveau qui est je crois bien que c'est le 10e, sauf erreur de ma part, est instauré, eh bien ce 10e sera perçu en temps de paix maintenant, et non plus en temps de guerre. C'est une époque où la monarchie se rend compte qu'elle a besoin comment dirais-je, de revenus réguliers, qui ne servent pas seulement à la guerre, parce qu'un État a bien d'autres compétences, et un État a bien d'autres dépenses que celles de la guerre. Et la grande nouveauté, je dirais, c'est que cet impôt est un impôt qui repose sur tout le monde. Il voulait que les privilégiés participent également à l'effort financier du royaume. Évidemment, les ordres privilégiés, c'est-à-dire le clergé de la noblesse, a vu d'un très mauvais œil cet impôt et a essayé d'y échapper, bien entendu. Il y a, sous l'Ancien Régime, aussi des impôts indirects. Alors, l'impôt direct avait eu tendance à va avoir tendance à se réduire du XVIIe au XVIIIe siècle. Il va, à la fin du XVIIIe siècle, correspondre à plus ou moins 30% des recettes. C'est bien l'impôt direct. À côté de l'impôt direct, vous avez donc aussi les impôts indirects, ce qu'on appelle les aides, ce qu'on appelle les traites, et enfin la gabelle. Alors, les aides, ça correspond grosso modo à ce qu'on appellerait maintenant la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est quoi ces aides? Eh bien, ce sont des taxes sur principalement la circulation et la consommation de biens.
ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit le vin, les boissons en particulier. À côté de ça, vous avez les traites. Alors les traites, ce sont les droits de douane que les agents de l'État royal perçoivent aux frontières de la France ou même aux frontières de certaines provinces réputées étrangères. C'est-à-dire que ce sont des provinces qui ne rentrent pas immédiatement, je dirais, dans le vieux système qui existait antérieurement. Et puis enfin, vous avez la gabelle. Alors la gabelle est sans doute mieux connue du grand public. Les percepteurs d'impôts s'appellent des gabelous, et les gabelous étaient détestés sous l'Ancien Régime. Vous vous souvenez peut-être de Mandrin, qui a fait l'objet d'une série télévisée il y a maintenant bien longtemps. Et la gabelle, c'est quoi? Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant des greniers à sel. Vous vous souvenez que les greniers à sel sont chargés de distribuer le sel et d'autre part d'être un tribunal en matière de mauvaise perception de la gabelle, quand il y a des situations conflictuelles. Eh bien, la gabelle, c'est en fait un monopole, je l'ai dit tout à l'heure, sur le sel. Alors, il se fait qu'il y a certaines régions qui sont exemptées et d'autres pas. C'est la particularité de la société d'Ancien Régime, des institutions d'Ancien Régime, que d'être inégales, suivant votre condition sociale, votre statut juridique, suivant l'endroit où vous habitez, eh bien, vous ne disposez pas des mêmes droits, vous n'êtes pas taxé de la même manière, vous ne vous présenterez pas devant les mêmes tribunaux, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'après 1789, il y aura cette volonté d'uniformiser. Et ça, c'est bien, je dirais, un grand apport de la Révolution française. C'est pas d'avoir fondé l'État moderne, qui était en gestation depuis le bas Moyen-Âge, depuis le XIVe et le XVe siècle. C'est pas d'avoir créé toute une série d'institutions, c'est au contraire d'en avoir supprimé toute une série et d'avoir égalisé, au moins sur le plan juridique, sinon sur le plan économique et social, les conditions des sujets du roi de France. Et dorénavant, des citoyens de la République à partir du 21 septembre 1792, à l'époque donc de la Convention. À côté de ces impôts directs et de ces impôts indirects, il y a aussi, je dirais, mais cela contribue à une très faible part, je vous l'ai dit tout à l'heure, les impôts directs au XVIIIe siècle, qui avaient constitué au XVIIe siècle quelque chose qui correspondait à 40% des recettes, au XVIIIe siècle tombe à 30%. Pour les impôts indirects, là, ils vont avoir tendance à augmenter, parce qu'il faut évidemment trouver une compensation au manque à gagner. Et là, les impôts indirects vont constituer au moins 30% des recettes de l'État à la veille de la Révolution française. Et vous savez peut-être que les impôts indirects en France ont toujours constitué des ressources plus importantes pour l'État central qu'en Belgique. En Belgique, nous avons des impôts directs qui sont très importants. Il suffit de voir le précompte professionnel qui est prélevé à la source et qui est très important en Belgique par rapport à beaucoup de pays. En France, les impôts indirects ont toujours constitué une ressource supérieure, y compris à l'heure actuelle. Et donc, à côté de ces impôts directs, plus ou moins 30%, les impôts indirects, plus ou moins 30% également au XVIIIe siècle, vous avez des ressources qui sont liées au domaine du roi. Alors, effectivement, le roi, ne l'oubliez pas, n'est pas seulement le chef de l'État, c'est aussi un seigneur. Parce que le roi possède
des propriétés, des domaines très importants, le domaine royal. Alors, on distingue toujours le domaine corporel et le domaine incorporel du roi. Le domaine corporel, ce sont ses propriétés. Et le domaine incorporel, ce sont les taxes, les redevances qu'il lève sur ces domaines. Le roi est donc un seigneur, comme n'importe quel seigneur. Il a des ressources en tant que propriétaire auprès de ses locataires, bien entendu. Tous les paysans qui travaillent sur les terres du roi et qui louent ces terres, et d'autre part, il perçoit des redevances, comme n'importe quel seigneur. Mais les ressources du domaine royal sont évidemment extrêmement faibles par rapport à l'ensemble du budget de l'État. Il faut compter que ça correspond à 3 ou 4% seulement dans le budget. Donc, l'État se trouve constamment en manque d'argent, il doit rembourser une dette colossale, il doit donc trouver un expédient, et cet expédient qui a été, comment dirais-je, qui a constitué un précédent pour les États modernes qui pratiquent toujours cela, ce moyen, c'est l'emprunt. Alors, l'emprunt, c'est donc une nécessité. Alors, auprès de qui le roi emprunte-t-il? Puisque le roi est le chef de l'État, c'est un monarque absolu de droit divin, mais il est absolu. Quand le roi a besoin d'argent, il s'adresse en particulier à l'hôtel de ville de Paris. Il se fait que l'hôtel de ville de Paris va avoir une fonction de perception ou de rassemblement de l'emprunt. En effet, la ville de Paris est une ville qui inspire confiance. Et la ville de Paris cherche auprès de ses bourgeois. Les nobles pouvaient souscrire à cet emprunt, bien entendu aussi. Donc, cherche à constituer des rentes, c'est-à-dire que les gens qui souscrivent à cet emprunt, donc prêtent de l'argent à l'hôtel de ville de Paris, et à la ville de Paris donc, et la ville de Paris, en échange, va leur donner des garanties qui sont bien d'autres que des assignations garanties par le roi sur les recettes de l'État. Évidemment, cela donne lieu à ce que l'on appelle pour des rentes, ce que nous appellerions des intérêts. Ça fait un petit peu penser au système des obligations d'État. En fait, c'est cela dont il s'agit. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'État qui émet les obligations, elles sont émises par la ville de Paris et qui a comme garantie, évidemment, le crédit de l'État qui va effectivement lui rembourser ces sommes. Mais bien souvent, ces sommes ne sont pas remboursées. L'État n'est pas fiable. À côté de ça, à côté de ces rentes sur l'hôtel de ville, vous avez un autre moyen. Cet autre moyen, c'est la vénalité des offices. Alors, un office, c'est un emploi public. Un emploi public, par exemple, être trésorier non pas d'une ville, mais être trésorier pour l'administration royale. Si vous êtes également, et d'ailleurs le terme est tout à fait explicite, officier dans l'armée. Officier, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes en charge d'un emploi de l'État que vous devez acheter pour pouvoir, par exemple, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les colonels
achetaient leur régiment. Tenez-vous bien. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt pour tous ces juges? Parce que les juges, les magistrats, achetaient leur charge aussi. Si vous vouliez être juge dans un tribunal, si vous vouliez être président d'un parlement, hein, parce que les parlements, je vous ai dit qu'il y en a 13 en France, et ces parlements ne sont rien d'autre que des cours de justice. Ça n'a évidemment strictement rien à voir avec ce que l'on appellera un parlement par la suite, c'est-à-dire une assemblée législative. Ce terme est utilisé en Angleterre depuis le XIIIe siècle. Eh bien, vous deviez acheter votre charge. Alors vous allez dire, mais quel est l'intérêt? Il est évident qu'il n'y a pas que le prestige, il y a surtout que ces charges permettent à leurs titulaires de percevoir des émoluments, que l'on appelle aussi des épices. C'est le mot utilisé à l'époque. Donc quand vous êtes trésorier, ou quand vous êtes par exemple fermier, eh bien, vous percevez l'impôt. Oui, quand on dit fermier, ce n'est pas un fermier, un paysan ici, hein, c'est celui, l'État afferme les impôts, c'est-à-dire qu'il y a des gens très riches qui versent à l'avance à l'État la somme dont il a besoin et qui vont évidemment percevoir cet argent auprès des contribuables en se sucrant bien sûr au passage, sinon il n'y aurait aucun intérêt évidemment à acheter cette charge. Donc l'État demande autant, tant chaque année. Le fermier, qui n'est rien d'autre qu'un fermier général, c'est rien d'autre qu'un financier, il verse cette somme et l'État est déchargé de toute l'administration, de la perception des impôts, et le fermier va récupérer non seulement cette somme, mais il a la possibilité, et c'est ce qu'ils font tous bien entendu, sans que ce soit illégal le moins du monde, de percevoir plus d'impôts qu'il n'en est demandé par l'État. Et la différence, de manière tout à fait légale, va dans la poche de ce financier que l'on appelle le fermier général. Alors, on imagine tous les abus auxquels cela peut mener, mais vous devez vous dire qu'à l'heure actuelle, on a encore des reliquats. Pensez en Belgique. Dans le cas du chômage, lorsque vous êtes chômeur, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes syndiqué, soit vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas syndiqué, c'est une caisse primaire d'allocation de chômage que l'on appelle la CAPAC, qui tous les mois va vous verser les allocations de chômage auxquelles vous avez droit. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas syndiqué et que vous allez à la CAPAC, vous devrez attendre pour le premier paiement en général un certain temps. Parfois 2 ou 3 mois. Si maintenant vous êtes syndiqué, peu importe votre syndicat, qu'il soit libéral, chrétien ou socialiste, vous allez vous inscrire au chômage donc dans votre syndicat, et c'est votre syndicat qui va faire toutes les démarches et qui va vous verser la somme auquel vous avez droit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les syndicats font ça? Parce que les syndicats, ils sont indépendants de l'État. Oui, mais l'État, ça lui évite d'avoir une administration qui s'occupe de toute cette gestion financière, et donc il transmet, je dirais, aux syndicats la gestion, évidemment, mais les syndicats s'y retrouvent parce qu'ils sont payés par l'État, bien que ce soit des organismes privés, des associations privées, finalement, s'occupent de toute la gestion. Et donc il y a des employés du syndicat qui vous inscrivent, qui s'occupent évidemment du déboursement des sommes auxquelles vous avez droit, et l'État ne s'occupe pas de tout ça. Donc ce n'est pas l'ONEM qui va gérer les finances. L'ONEM va simplement verser aux syndicats qui vont eux-mêmes répercuter ces sommes, mais c'est donc bien les syndicats qui devront donc gérer tout cela. Donc vous voyez que ce système à l'heure actuelle existe, sauf que les syndicats sont censés ne pas se mettre de l'argent dans la poche, mais en tout cas l'État prévoit que c'est un organisme privé qui va gérer en fait
des sommes qui, normalement, devraient être gérées par le secteur public, on est bien d'accord. Voilà. La parenthèse et la comparaison s'arrêtent là. Hein. Il ne faudrait pas, évidemment, confondre les syndicats avec les fermiers généraux qui, eux, étaient franchement des prédateurs. Ce que ne sont pas, par définition, les syndicats qui ont une fonction de service. Mais évidemment, ça conduit à la création d'une clientèle importante pour les syndicats en Belgique, parce qu'il y a plein de gens qui se syndiquent pour des raisons purement pratiques, en n'ayant aucune conviction idéologique, simplement parce que les syndicats rendent des services. C'est un petit peu comme les mutuelles. Il y a des gens qui sont dans telle ou telle mutuelle, ont-ils vraiment une conviction socialiste, enfin que sais-je, libérale, chrétienne? Non, on le fait souvent pour des raisons de tradition dans la famille, parce que vous avez quelqu'un qui vous a fait rentrer dedans, dans cette mutuelle. Et donc, il ne faudrait pas imaginer que la Belgique connaît des clivages idéologiques comme ceux qui ont longtemps fonctionné, je dirais, jusque dans les années 50. Ce n'est plus le cas maintenant. C'était une époque beaucoup plus individualiste. Donc, je reprends mon propos. J'étais en train de vous dire que donc la vénalité des offices est un moyen pour l'État de disposer de ressources puisque les fonctionnaires achètent leur emploi et c'est au bout de 10 ans, de 20 ans qu'ils vont commencer, je dirais vraiment, à bénéficier, puisque ce sont des rentiers finalement, même s'ils exercent une charge, auront remboursé la totalité de l'achat de leur charge, et ça deviendra alors du 100% après 20 ans, puisque tout ce qu'ils vont, comment dirais-je, toucher pour leurs émolutions, outre évidemment les amendes, par exemple, pour les juges qu'ils infligeront à des justiciables, eh bien la différence ira dans leur poche, bien entendu. Quant aux fermiers généraux, je vous ai déjà expliqué que c'est le même système. À un moment donné, c'est du 100%. Voilà. Alors, maintenant, on va voir que l'État, sous l'Ancien Régime, est un État, je dirais, extrêmement complexe. Il est complexe et il est surtout injuste, parce que l'on se trouve dans une société de privilèges. Qu'est-ce que c'est qu'un privilège? Étymologiquement, un privilège, c'est une loi privée. Privilège. Donc, dans la société d'Ancien Régime, on peut dire que presque tout le monde est privilégié, sauf qu'il y a des privilégiés qui profitent du système, et il y a des privilégiés qui n'en profitent pas. Quand je dis, parce que mon propos peut paraître évidemment un petit peu obscur ou ambigu, quand je dis que tout le monde, quelque part, est privilégié, ça veut dire que même les paysans qui n'ont pas le sou, etc., eh bien, ils sont privilégiés, pas dans le sens moral que nous accordons à ce terme maintenant, simplement, il y a des lois particulières qui, comment dirais-je, s'imposent à eux, et ce n'est pas la loi commune. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'ils sont privilégiés, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la connotation morale que l'on a pour l'instant. Et puis alors, je vous ai dit qu'il y a il y a 3 ordres, il y a 2 ordres privilégiés. Il y a la noblesse, il y a le clergé. Le clergé fonctionne par abonnement, hein, c'est-à-dire que le clergé, à la suite d'une assemblée d'évêques, hein, décide effectivement de donner une réponse favorable, en fait, qui leur est imposée par l'État central, sous la forme de ce qu'ils appellent un don gratuit. Il n'y a rien de gratuit, bien entendu, mais qui permet un équilibre subtil entre 2 comparses, finalement. Parce que le roi et le clergé, en tout cas le clergé, fonctionnent en binôme. L'un soutient l'autre, puisque idéologiquement, l'idéologie chrétienne permet au roi de justifier le pouvoir absolu qu'il exerce sur ses sujets. Alors, il y a de nombreuses différences suivant les régions. J'ai déjà évoqué le sujet tout à l'heure. Donc, suivant que vous habitez dans telle ou telle région, vous payez tel ou tel type d'impôt. Ben, c'est le cas de la taille.
Suivant que vous vous trouvez dans le nord de la France ou dans le sud de la France, vous ne payez pas la même taille. C'est-à-dire que l'assiette de l'impôt n'est pas la même. C'est-à-dire le critère qui permet de vous imposer n'est pas le même, suivant que vous êtes au nord ou au sud. Dans le nord du royaume existe ce que l'on appelle la taille personnelle. Alors la taille personnelle, c'est un impôt direct qui est celui que tout le monde paye et qui est lié, je dirais, au statut de la personne. Sont exemptés, je vous l'ai déjà dit, pour la taille, les nobles et les membres du clergé. Dans le sud de la France, vous avez la taille réelle. Alors la taille réelle, c'est un impôt qui repose sur le bien immobilier que vous possédez, je n'ai pas dit dont vous êtes le propriétaire, et donc, quel que soit le statut de la personne, puisqu'il ne s'agit pas d'un impôt personnel, mais d'un impôt réel, qui repose sur la chose, puisque réel vient d'un mot latin, res, res, qui veut dire la chose, eh bien, cet impôt repose sur le bien dont vous êtes le possesseur. Autrement dit, suivant que vous avez une terre qui se trouve à tel ou tel endroit qui est plus ou moins grande, quel que soit votre statut, que vous soyez noble ou roturier ou clerc, eh bien, cet impôt sera le même. Je vérifie pendant 30 secondes que l'impôt réel est bien dans le sud, parce que ce serait trop bête de vous induire en erreur. Je vais essayer de retrouver ça dans un livre. Oui, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Alors, je vous ai dit qu'il y a donc une différence suivant la région où vous vous trouvez pour la taille. Alors, même chose pour la gabelle. J'ai évoqué ce sujet tout à l'heure. Il y a les pays de grande gabelle. Alors, les pays de grande gabelle, ça correspond en gros au centre de la France. C'est la région la plus vaste d'ailleurs en France. Et là, vous avez l'obligation d'acheter une certaine quantité de sel quand vous êtes sujet du roi. Il y a des régions en France, par exemple la Bretagne, où l'on est exempt de la gabelle. Donc vous voyez, on est dans une société profondément inégalitaire. Pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan régional. Donc un paysan qui vit en Bretagne, un paysan qui vit, je ne sais pas, en Auvergne, n'a pas les mêmes impôts et n'a pas les mêmes impôts que quelqu'un qui vit en Provence. Je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de la taille personnelle et la taille réelle. C'est d'ailleurs à toutes ces différences que vont s'attacher les révolutionnaires au moment de l'Assemblée constituante. Il va donc falloir supprimer toutes ces différences pour uniformiser. Je dirais que la Révolution française est une révolution sociale, certes, politique plus encore, mais aussi une révolution intellectuelle. C'est la raison qui prévaut dans la gestion de l'État, correspondant cela à la philosophie des Lumières, ce qu'on trouve aussi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, parallèlement entre 1780 et 1790, dans les États des Habsbourg d'Autriche, lorsque Joseph II a voulu lui aussi uniformiser, rationaliser l'administration financière, l'administration judiciaire, entre autres choses. Alors, à côté de ça, je vous ai parlé également des généralités tout à l'heure. Eh bien, il y a des pays de généralité, des pays d'élection, c'est la même chose, et il y a des pays d'État. Alors, c'est assez compliqué. Suivant que si vous êtes dans les pays de généralité, et je vais vous montrer ça dans
sur une carte. Eh bien, si vous êtes dans les pays de généralité, tout est fixé par le roi jusqu'à la base. Le roi, l'État donc, fixe un montant. Donc l'administration royale, le secrétaire d'État aux Finances, fixe un montant. Il dit, voilà, nous allons avoir besoin d'autant d'argent pour l'année qui vient. Il va donc transmettre aux généralités, qui sont des très grandes circonscriptions financières, le montant qui devra être perçu dans cette circonscription qu'on appelle la généralité. Au niveau de la généralité, donc c'est transmis par un bureau des finances qui dépend directement du Conseil royal des finances. Au niveau de la généralité, il y a des circonscriptions plus petites que l'on appelle les élections. Donc c'est bien le nom d'une circonscription, une élection. Et les élections ont à leur tête ce que l'on appelle des élus. Entendons-nous bien, ils ne sont pas élus, ils sont choisis par le roi, à l'époque qui nous intéresse, mais ces élus sont chargés, en accord avec l'intendant, qui est le représentant direct du roi, c'est l'ancêtre des préfets au moment de la Révolution française. Eh bien, ces élus sont chargés de répartir entre toutes les paroisses, parce que les paroisses sont des circonscriptions administratives sous l'Ancien Régime. Ce ne sont pas des communes, ce sont des paroisses. Donc, le montant dans chaque paroisse. Et dans chaque paroisse, alors là, c'est l'assemblée paroissiale qui va répartir les impôts entre les différents habitants de la paroisse. Vous pensez bien qu'il y a, suivant que vous êtes un nanti, un coq de village ou pas, vous arrangez pour être exempt justement de l'impôt ou pas, ou de payer des sommes qui ne soient pas trop lourdes pour vous. Tandis que le petit paysan qui n'a aucun poids, il devra supporter évidemment en grande partie cette impôt. À côté de ces pays d'élection, vous avez les pays d'État. Alors là, nouveau différence, c'est que dans ces pays d'État, eh bien, ce n'est plus l'administration royale qui se charge de répercuter jusqu'à la base, je dirais, la volonté de l'État central. Là, ce sont des pays, on appelle des pays, ce sont des provinces en fait. Ce sont des provinces où l'État central fixe une somme qui devra être perçue dans ces provinces, mais l'État ne s'occupe plus du tout de la perception des impôts. Ce sont les assemblées d'État, alors ce qu'on appelle les assemblées d'État, ce sont les assemblées de chacune de ces provinces, assemblées qui réunissent les membres des trois ordres, c'est-à-dire les membres du clergé, les membres de la noblesse, les membres du tiers-état, qui eux-mêmes alors devront répartir les sommes demandées par l'État central entre les habitants de la province. Donc vous voyez qu'ici, l'État central se décharge complètement, je dirais, de la perception, et il s'en décharge à double titre, pas seulement du point de vue de la gestion administrative, mais il s'en décharge également, je dirais même tactiquement, puisque dans ces provinces, eh bien, il demande aux groupes sociaux qui les constituent de faire leur tambouille eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se débrouiller. La seule chose qui intéresse l'État, c'est d'avoir la somme. Alors on peut imaginer que là, les tensions ne vont pas directement contre l'administration royale, mais que les tensions se font contre qui? Contre ceux qui vont percevoir, c'est-à-dire des autorités provinciales. Ça peut avoir un rôle important, en particulier lors des révoltes. Vous savez qu'il y a eu des périodes comme ça. Dans la première moitié du XVIIe siècle en France,
à l'époque de Richelieu, qui a voulu faire des réformes financières importantes, eh bien, il va y avoir toute une vague dans les années 1630, 1640, une vague importante de révoltes, aussi bien en Normandie qu'en Aquitaine. C'est ce qu'on appelle la révolte des croquants, la révolte des nu-pieds. Justement, la cause était essentiellement liée à la volonté royale de percevoir des impôts. Et vous savez que les impôts sont demandés parfois, même souvent, à un niveau supérieur, c'est le cas des aides en particulier, et puis répercutés sur les paysans. Il y aura des révoltes, évidemment, une révolte importante, une tension extrême pendant le mois de juillet 1789, parce que je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire de ces révoltes, ce qui serait l'objet d'une leçon en soi. On pourrait même le faire pour l'ensemble de l'Europe, vous savez, parce que en Russie, même en Chine, à la même époque, au XVIIe siècle, il y a des tensions très importantes conduisant à des révoltes populaires. Je ferai peut-être un jour une leçon sur ce sujet-là. Alors, je m'éloigne un petit peu de mon sujet. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, dans les pays d'État, le système de perception n'est pas le même. Alors maintenant, quand on voit les traites, je vous ai parlé des gabelles, de la gabelle, je vous ai parlé ici de la perception de la taille, maintenant je vous parle des traites. Je vous ai dit que les traites, ce sont les droits de douane. Eh bien, suivant que vous vous trouvez dans telle ou telle province, vous n'avez pas de droit de douane pour passer d'une province à l'autre, mais quand vous vous trouvez dans certaines provinces qui se trouvent plutôt à l'est du royaume, eh bien, vous devez payer des droits de douane entre les provinces et des droits de douane, évidemment, entre ces provinces et l'étranger. Tandis qu'ailleurs, les traites, on les paye seulement entre les provinces dont vous parlez dans le premier cas de figure et l'étranger. Ça va? Donc, je vais vous montrer maintenant sur des cartes, je n'en prends que deux pour ne pas vous accabler. Alors, ces cartes sont tirées d'un ouvrage indispensable pour travailler sur vos textes en critique historique sur les institutions de l'Ancien Régime. Alors, chez Armand Collin, Lexique historique de la France d'Ancien Régime, dans la collection U, c'est un ouvrage écrit par Viard et Cabourdin, sont le nom des deux auteurs, qui n'apparaissent pas sur la page de couverture. Alors, première carte, c'est la gabelle en 1789. Regardez bien la carte. Alors, quand vous voyez cette carte, vous voyez ce que c'est que les pays de grande gabelle. Donc, vous voyez que ça couvre quand même une partie assez importante de la France. Je dirais, bon, je vois ça à l'envers, donc je dirais, bon, un bon tiers, me semble-t-il, hein, de la France. Vous voyez que, par exemple, la Bretagne, au nord-ouest, et d'autre part, ce qui correspond en gros au département du Nord, hein, le département du Nord et le Pas-de-Calais, vous voyez qu'il est indiqué exempt. Donc ça veut dire que là, on n'est pas obligé d'acheter ce sel qui apparaît comme un véritable impôt. Par exemple, vous voyez qu'il y a encore d'autres pays, il y a les pays de Petite Gabelle, les pays également rédimés, vous voyez qu'il y a aussi les pays de Saline, la gabelle de Rethel. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ici, eh bien, vous avez un statut différent. Donc ça veut dire que les paysans, on dit les paysans parce qu'ils représentent 85% de la population, mais également les bourgeois, hein, ont l'obligation d'acheter une certaine quantité de sel. Bon. Alors, n'oubliez pas que le sel sous l'Ancien Régime a une fonction essentielle. C'est quoi? Eh bien, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de frigo. Comme il n'y a pas de frigo, un des rares moyens dont on dispose pour, comment dirais-je, conserver des aliments, c'est de les saler. Hein, ce qu'on appelle les salaisons. Hein, et donc, c'est le cas en particulier du poisson, mais aussi de la viande. Et donc, tous ces aliments étaient salés pour pouvoir durer, parce que sinon, très rapidement, ils se décomposent. Hein. Imaginez, hein, vous tuez un sanglier, normalement, seul le noble peut le faire, puisqu'il se réserve le droit de chasse
dans ces bois. Les paysans ont seulement le droit d'aller y faire glander leur porc, hein, ou d'aller couper du bois éventuellement, mais ça c'est uniquement dans les communaux. Eh bien, donc, vous avez ce sanglier, à moins de festoyer le jour même et d'avoir des tas d'invités, vous pensez bien que le Seigneur, on va essayer de garder ça un petit peu pour le repas du lendemain ou du surlendemain. Le seul moyen de conserver, c'est le sel. Voilà. Alors, vous avez également les glacières, mais les glacières, ça, soit vous vous trouvez dans des régions de haute altitude, soit vous pouviez avoir également une glacière dans votre château. Ça, c'est pour le Seigneur. Hein. On pouvait conserver sous le sol à des températures sous zéro, comment dirais-je, de la glace. Alors, maintenant, je vous montre une autre carte. Ce sont les généralités intendances. Alors là, je vous ai expliqué à quoi ça correspond. Vous allez voir que la plus grande partie de la France centrale, du Nord, depuis la Manche, jusqu'aux Pyrénées, est constituée par des pays d'élection. Ce sont les généralités. Vous allez voir également les pays d'État qui se trouvent en Bretagne et plutôt dans l'Est et le Sud-Est de la France. Vous vous souvenez, ce sont les provinces où on répartit l'impôt entre les groupes sociaux, mais ce n'est pas l'administration centrale qui se charge de la perception. Et enfin, les pays d'imposition. Voilà. Voilà, donc je vous demanderai de filmer surtout ceci, parce que ceci, c'est une simple énumération des noms des généralités intendances. Vous voyez bien la différence? Donc, quand vous avez des territoires en blanc, ce sont les pays d'élection, avec les pointillés ici, et là, ce sont donc des pays d'État. Et puis alors, vous avez encore les pays d'imposition dont je ne vous ai pas parlé, parce que j'aurais eu trop de choses à vous dire aussi. Alors, sous l'Ancien Régime, il y a un personnage qui a un rôle essentiel depuis Richelieu, je dirais. Ce sont les intendants. Les intendants, ils annoncent véritablement l'État centralisé moderne. Ce sont les ancêtres des préfets. D'ailleurs, les préfets qui vont être institués au moment de la Révolution française ne sont rien d'autre que les héritiers directs de ces intendants. Ces intendants sont intendants, et alors c'est leur titre complet, intendants de justice, police et finances. Donc vous voyez qu'il y a des compétences qui ont fait l'objet de ce cours qui leur appartiennent. Ce sont les représentants du roi. Ils flanquent les gouverneurs qui sont souvent toujours même des nobles qui appartiennent à la haute noblesse et qui eux ont en charge, je dirais, des circonscriptions militaires. Il y a toujours, par exemple, pour l'instant, là c'est plus des nobles bien sûr, un général qui est commandant et gouverneur de la province militaire de Paris pour l'instant. Donc il y a le gouverneur de Paris. Donc c'est en fait maintenant un titre purement militaire. Voilà. À l'époque aussi. L'objectif, évidemment, à partir du XVIIe siècle, est pour le pouvoir central, le pouvoir monarchique, le pouvoir royal, de se dégager du monde féodal dans lequel, justement, la haute noblesse tenait encore le haut du pavé et de pouvoir constituer ce fameux pouvoir absolu qui devient la règle à partir du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution française. Conclusion de tout ce que j'ai pu vous expliquer. Je vais peut-être vous faire un petit schéma de mon cours au tableau pour que vos notes soient complètes. Et ensuite, je vais essayer de résumer mon propos en revenant sur les objectifs premiers qui étaient les miens et que j'ai énoncés au début de la leçon. Donc, dans un premier temps, je vous ai parlé de la justice. Alors, cette justice,
je vous ai expliqué tout d'abord qu'elle était très complexe, très compliquée, mais que finalement, c'était le roi qui, en toute hypothèse, dans le cas d'une monarchie absolue, se trouve au-dessus de la pyramide. Donc, dans un premier temps, je vous ai décrit la pyramide judiciaire. Cette pyramide judiciaire, alors cette pyramide judiciaire qui, d'une part, comprend des tribunaux royaux. Dans ces tribunaux royaux, je ne vais pas reprendre mon cours ici dans sa totalité, au plus bas de l'échelle, vous avez les prévôtés, ou les vigueries qui vont, dans le sud, qui vont progressivement disparaître d'ailleurs, les prévôtés, jusqu'au roi finalement. Hein. Et entre les prévôtés et le roi, il y a donc les bailliages, les chaussées, il y a les présidiaux, et il y a les parlements. Ensuite, je vous ai dit qu'il existe des juridictions administratives Je vous en ai cité deux, il y en a bien d'autres, vous savez, elles sont très nombreuses. Il y a les greniers à sel, et il y a, d'autre part, vous vous souvenez, les élections. Ensuite, vous avez toute une série d'autres juridictions, de tribunaux qui ne relèvent pas de la justice royale. Ce sont les justices qui sont liées au seigneur, donc les justices seigneuriales, communales et ecclésiastiques. Ce n'était évidemment pas l'objet de ma leçon, mais n'oubliez pas que l'Église perçoit également un impôt qui s'appelle la dîme. Alors, ensuite, je vous ai parlé de la justice du roi, au sens strict. Je dis bien au sens strict. Je vous ai dit que la justice du roi est concurrencée par toute une série d'autres justices, mais que dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle, ces justices parallèles vont être de plus en plus contrôlées. Celles-ci vont être de plus en plus contrôlées et vont voir leur pouvoir réduit au cours du temps. Alors, la justice du roi, elle se marque par, dans trois circonstances. Tout d'abord, par le droit de grâce, par le droit d'évocation, et enfin, en dernier lieu, vous souviendrez qu'il y a des juridictions d'exception qui peuvent être établies par le roi. Voilà pour la justice. Deuxième point maintenant. Je vais fermer le tableau. Oui. Regardez, c'était complet. Vraiment, c'est complet. Alors, sur le plan maintenant c'est le point 2. Donc, sur le plan financier, les finances. Dans un premier temps, j'ai évoqué un certain nombre de généralités dans lesquelles j'ai souligné l'importance de la dette. Vous vous souvenez, plus de 50% des recettes de l'État partent pour rembourser la dette. Ensuite, je vous ai expliqué que les recettes du roi peuvent être ordinaires
ou extraordinaire. Alors, parmi les recettes ordinaires, parmi les recettes ordinaires, il y a tout d'abord les recettes que le roi perçoit en tant que seigneur. Donc, ce sont celles qu'il perçoit en tant que seigneur et qui ne représentent que, je vous ai dit, 4% au maximum de ce dont il peut disposer. À côté de ça, il y a des recettes extraordinaires qui vont devenir l'essentiel de ces ressources. Alors, dans ces recettes extraordinaires, on trouve tout d'abord, petit a, tout d'abord les impôts directs. Dans les impôts directs, que trouve-t-on? On trouve tout d'abord, depuis le milieu pratiquement du XVe siècle, on trouve donc la taille qui va bientôt jusque 1795, à laquelle va succéder bientôt la capitation. Oui, je crois que c'est le 20e puis 10e. Je vais peut-être vérifier parce que je ne voudrais pas de nouveau vous induire en erreur. Alors, je dois voir ça quelque part, j'imagine. Non, c'est d'abord le 10e et puis le 20e. Donc, le 10e, et puis, à partir du milieu du XVIIIe siècle, le 20e, qui s'impose à tous. Ensuite, je vous ai expliqué quels étaient les impôts indirects. Alors, il y en avait 3. Vous vous souvenez, il y a d'une part les aides, il y a ensuite la gabelle, il y a ensuite les traites. Ça va, vous vous souvenez, impôt indirect sur la consommation et la circulation de biens, la gabelle, c'est cette obligation pour les sujets du roi d'acheter une certaine quantité de sel, et enfin les traites, ce sont les droits de douane. Alors, je poursuis. Alors, ensuite, j'avais abordé je réfléchis un petit peu, le mode de perception. En essayant, donc l'organisation, si vous voulez, de la perception des impôts, en montrant simultanément que l'on est dans un système complexe et un système de privilèges. Et que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est justiciable, relève d'une loi privée ou de lois privées. Je vous avais expliqué, tout d'abord, je réfléchis un petit peu, oui, le problème de la taille. Vous avez dit que suivant qu'on était au nord ou au sud du royaume, on paye une taille personnelle au nord, tandis qu'au sud, on paye une taille réelle. Je vous avais expliqué aussi que pour la gabelle, suivant que vous vous trouvez à tel ou tel endroit,
je vais peut-être, oui, enfin j'en parle ici, mais j'aurais dû en parler un peu plus haut. Vous avez donc l'obligation ou pas d'acheter une certaine quantité de sel. Donc il y a les pays, entre autres, de grandes gabelles, les pays de petites gabelles, etc. Et alors, il y a, bien entendu, les régions qui sont, les provinces qui sont exemptées. Exemption, non. Forcée, je ne sais plus. Il ne faut pas de CA, non. Exemption. Voilà. Alors, en ce qui concerne le mode pour les traites, je n'ai pas insisté, mais pour les traites, c'est la même chose. Hein. Vous payez des droits de douane entre certaines provinces et pas pour d'autres, entre autres. Donc, si vous êtes dans telle région et que vous passez dans une autre région, vous ne payez pas de droits de douane, ailleurs, vous devez. Vous en payez de toute façon, évidemment, entre le Royaume de France et l'étranger. Donc, là aussi, il y a diversité. Maintenant, à côté de ça, je vous ai expliqué aussi que l'impôt, la taille, est perçue suivant des systèmes différents. Hein, quand on se situe dans les pays d'élection ou dans les pays d'État. Ça ne se passe pas de la même manière. Voilà. Alors, conclusion. Eh bien, conclusion, c'est, je voulais vous montrer tout d'abord la complexité et l'enchevêtrement de toutes ces administrations, de toutes ces juridictions, mais je voulais vous montrer également que on peut dire que l'État moderne est véritablement en gestation et que la volonté de centralisation qui débute, vous savez, après la guerre de 100 ans, on peut dire que vraiment Louis XI, et c'est vraiment le point de départ, on pourrait même remonter à Philippe le Bel, cette volonté de centralisation va connaître non pas son point d'aboutissement, mais je dirais, va connaître sa formalisation définitive en 1789. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a une continuité, alors que là, il y a une différence entre l'Ancien Régime et la Révolution. C'est d'ailleurs la thèse d'Alexis de Tocqueville qui publie un ouvrage qui porte ce nom, justement, l'Ancien Régime et la Révolution, en 1856. Donc vous voyez, d'une part, complexité, donc c'est une différence par rapport à notre époque. Ici, il y a continuité, et la Révolution française, c'est pas tellement là qu'elle a apporté du neuf, c'est essentiellement par rapport à la complexité, en uniformisant, en harmonisant, en créant une société qui est égalitaire, je dis bien, sur le plan juridique, mais pas sur le plan économique et social. Ce n'est pas une révolution collectiviste, hein, comme en octobre, octobre 1917, en fait novembre, puisque vous savez qu'il y a une différence de 2 semaines pratiquement entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Voilà, maintenant il me reste à vous montrer un certain nombre d'ouvrages. Je regarde si je n'ai rien oublié par rapport à mon propos. Je ne crois pas, je crois avoir mis au tableau l'essentiel de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Alors, parmi les livres, d'abord, je pars comme toujours du général et je vais vers le particulier. Histoire de France, sous la direction de Jean Favier, le tome 3, paru chez Fayard, est dû à Jean Meyer, La France moderne. Donc ça couvre les 16e, 17e et 18e siècles. C'est un ouvrage qui a certaines faiblesses, je l'ai lu, hein, bien entendu,
et j'ai remarqué un certain nombre d'erreurs. Enfin, il était professeur à la Sorbonne, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Alors, dans la collection Seuil, une nouvelle histoire de la France moderne apparaît. Voilà, je vous montre le premier volume de cette petite série qui est due à Jeannine Garrison, Royaume, Renaissance et Réforme, 1483-1559. Alors, à ce volume numéro 1, succède un volume numéro 2 du même auteur, Guerre civile et compromis, 1559-1598. Ensuite, un troisième de Yves-Marie Bercé, La naissance dramatique de l'absolutisme, 1598-1661. Un quatrième volume dû à André Zisbert, qui était spécialiste des, comment dirais-je, des galériens à l'époque de Louis XIV, qui a fait sa thèse à ce sujet. Donc le tome 4 s'intitule La puissance et la guerre, 1661-1715. Et enfin, du même auteur, tome 5, L'État et les Lumières, 1715-1783. Alors, le grand ouvrage d'Alexis de Tocqueville, que recommande, même s'il a un siècle et demi, que recommande encore pour sa clarté, pour sa vision, parce que c'est un homme qui voyait très clair, avec beaucoup d'intelligence, la continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, donc l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville. Ici, vous avez une édition qui est postérieure d'une vingtaine d'années par rapport à l'édition originale. Je vous le recommande vivement. Je vous signale que j'en ai fait un enregistrement audio pour un des chapitres, le chapitre qui concerne justement la centralisation judiciaire et financière. De Hubert Métivier, qui est inspecteur général de l'instruction publique, L'Ancien Régime, un excellent petit livre en que sais-je, donc aux presses universitaires de France. De François Bluch, L'Ancien Régime, institutions et sociétés en livre de poche. D'Emmanuel Leroy-Ladurie, 2 volumes portent sur l'Ancien Régime, c'est-à-dire sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Collection plurielle, chez Hachette. De Behrens, L'Ancien Régime, chez Flammarion. C'est un ouvrage qui a été loué par Roland Mounier, qui est un virulent opposant à l'idée de considérer que la société d'Ancien Régime est une société de classe et qui considère que c'est une société de privilégiés, donc une société d'ordre. Alors, de Vincent Millot, Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, chez Nathan Université, dans la collection 128. Pourquoi cette collection s'appelle 128? C'est parce que tous les manuels de cette collection ont 128 pages, tout simplement. Ce n'est pas le numéro, donc, du volume dans la série. Alors, de Bernard Barbiche, qui enseignait à l'École nationale des chartes à Paris, qui forme des archivistes paléographes, les institutions de la monarchie française à l'époque moderne aux presses universitaires de France. Vous avez la photo de l'auteur par la même occasion et pour le même prix. Alors, c'est un ouvrage intelligent qui tient compte de toutes les recherches récentes concernant l'histoire administrative, l'histoire judiciaire, l'histoire financière. Alors, de Pierre Roubert, un classique, L'Ancien Régime, tome 2, Les pouvoirs, chez Armand Collin, collection U. Alors, ça, c'est vraiment un ouvrage de base intelligent, et j'en ai fait aussi un enregistrement pour les chapitres concernant les campagnes et les villes au XVIIe et XVIIIe siècle. De Denis Richet, un ouvrage original qui s'intitule La France moderne, l'esprit des institutions en sciences Flammarion. Quand on dit moderne, entendons bien, il ne s'agit pas de moderne contemporain. Quand on parle de la France moderne, il s'agit de la France du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ça renvoie à la notion de temps moderne. Alors, de Fanny Cossandé et Robert Dessimon, L'absolutisme en France, histoire et historiographie, qui remet en cause bien des idées reçues sur ce qu'on entend par absolutisme.
Vous voyez que ça a paru donc dans la collection Point Histoire au Seuil. Alors, un ouvrage de base qui m'a bien servi pour préparer cette leçon, de François Inquer, Les Français devant l'impôt sous l'Ancien Régime, dans la collection Questions d'histoire chez Flammarion. Alors, le principe de cette collection, c'est que vous avez non seulement un exposé de synthèse, mais vous avez également des documents relatifs au débat des historiens sur le sujet, ainsi que des documents d'époque. Alors là, regardez un petit peu le dos du livre, c'est la thèse, la publication de la thèse de Daniel Deserre, Argent, pouvoir et société au grand siècle. Ouvrage évidemment fondamental, qui comprend d'ailleurs un nombre conséquent de biographies des financiers du XVIIe siècle, donc de l'époque de Richelieu et de l'époque de Mazarin, Louis XIV. Alors, dans cet ouvrage, il remet en question beaucoup d'idées préconçues. En fait, sous l'Ancien Régime, je vous ai parlé de l'emprunt, de l'importance de l'emprunt. Or, quand l'État a besoin d'argent, il s'adresse à des financiers qui ne sont rien d'autre, et ça de Serre le montre, rien d'autre que des hommes de paille, souvent de personnages très puissants du royaume, la haute noblesse, mais aussi de ministres. Tenez-vous bien à quelqu'un comme Mazarin, et même comme Fouquet, n'en parlons pas, et même Colbert. Ce sont des gens qui prêtaient à l'État alors qu'eux-mêmes avaient en charge les finances de l'État. Et ils se sucraient évidemment au passage, ce qui explique évidemment des fortunes colossales. La fortune de Mazarin, il était milliardaire en fait. Ça correspondrait à ce qu'on appellerait un milliardaire à l'heure actuelle. Même chose pour Fouquet et Colbert. Vous savez, c'est pas toujours l'homme intègre qui apparaît souvent. Il était certainement moins vénal que Fouquet, mais il appartenait au système. Alors, d'Yves Durand, Finance et mécénat, les fermiers généraux au XVIIIe siècle, chez Hachette. Alors, on y voit entre autres l'importance de ces grands financiers que l'on appelle des fermiers généraux et qui étaient des sponsors, pour utiliser un terme actuel, de grands artistes, d'écrivains. À Paris, au XVIIIe siècle, il y avait une enceinte, qui a été rasée depuis lors, bien entendu, qui était l'enceinte des fermiers généraux. Et cette enceinte des fermiers généraux n'était rien d'autre que l'endroit où l'on payait les taxes lorsqu'on voulait pénétrer à Paris, les taxes d'importation, justement. Il y en a encore quelques traces, si mes souvenirs sont bons, du côté du canal Saint-Martin à Paris. Alors, de François Inquer, c'est le même qui a écrit l'ouvrage, vous vous souvenez tout à l'heure, sur les finances, les Français et l'impôt sous l'Ancien Régime. Il écrit un recueil de documents, mais qui comprend une partie également de synthèse, Expérience bancaire sous l'Ancien Régime. Alors, un ouvrage pédagogique sous la direction d'Agnès Walsh, qui servait lorsque, à l'époque, ce thème était comme sujet pour le CAPES et l'agrégation, Politique et monarchie en France et en Espagne de 1555 à 1714 en dissertation corrigée. Donc pour préparer vos leçons, c'est utile. Il y a un chapitre, un thème de l'ouvrage qui est consacré aux finances sous l'Ancien Régime. Alors, sur les révoltes populaires, liées très souvent à l'impôt, comme vous pouvez l'imaginer, de Jean Nicolas, qui y a travaillé pendant près de 30 ans, une synthèse intitulée « La rébellion française de 1661 à 1789 ». Vous voyez le mot par rapport à la Révolution française. Donc avant la Révolution, il y a eu une longue période de rébellion. Alors il parle de 1661, mais s'il était parti de la première moitié du XVIIe siècle, alors là, je ne vous dis pas s'il y a eu comme révolte des manants à cette époque-là. Donc c'est en folio histoire, c'est un volume assez gros, vous voyez, il fait plus de 1000 pages. Oui, plus de 1000 pages. Alors, un classique qui a fait qui a conduit à beaucoup de débats en France, en particulier avec l'école de Roland Mounier, qui a comme élève
qui a eu comme élève Yves-Marie Bercé, professeur à la Sorbonne, ou Roger Pilorget en particulier. Alors ici, l'ouvrage va dans un sens tout à fait différent. C'est un ouvrage marxiste de Boris Porchnev, en sciences Flammarion, les soulèvements populaires en France au XVIIe siècle. Alors ça, c'est un ouvrage marxiste, hein, il parle vraiment de lutte de classe, et il a bénéficié des archives qui se trouvaient à Saint-Pétersbourg. Alors enfin, un ouvrage, je dirais, qui est un instrument de travail, c'est donc un inventaire d'inventaire. Ce sont les Archives nationales, État général des fonds, tome 1er, l'Ancien Régime, qui a été publié à Paris en 1978. J'ai dit.